connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Avec moi aujourd'hui, celui que vous avez pu entendre commenter ici, les meilleures séries qu'il a vues en 2025, c'était dans la troisième partie. Salut Jérémy. Salut, ça va ? Moi très bien, et toi ? Pareil. J'espère que tu es en forme, vu la série qui nous attend. Je suis très très en forme. J'ai visité le Louvre, tous les musées, je suis au taquet. Au programme, une série mise en ligne en décembre 2025 par la plateforme HBO Max qui, après Une amie dévouée ou encore Merteuil, nous a livré une nouvelle création originale française, remake de ce qu'on pourrait appeler une série du patrimoine. Son nom, c'est Belphégor. Une mini-série de 4 épisodes où on a droit à des morts, des fantômes, des hallucinations, des trafics de biens culturels et même le vol d'une œuvre d'art qui a été commis dans le musée du Louvre. Tiens, que vaut cette nouvelle version de Belphégor avec une héroïne à sa tête 65 ans après le feuilleton originel? À quel public s'adresse cette fiction tournée dans nos frontières? Est-ce qu'on a eu droit à une série à l'efficacité redoutable? Ou est-ce que Jérémy et moi avons pleuré des larmes de sang en la visionnant? Des éléments de réponse à ces questions et à plein d'autres juste après un premier extrait. Vous savez quoi sur ce masque? Belphégor. Les gens avaient peur de se fâcher avec lui. C'était le dieu de quoi? Orage, destruction. C'est quoi ce délire? T'as embarqué le masque? J'en ai aucun souvenir. Tu fais des cauchemars? T'inquiète pas pour moi, papa. Je suis venu prendre des nouvelles de mon masque. T'imagines pas le scandale? On peut régler ça de notre côté. Tu veux qu'on finisse en prison? Donne-moi 48 heures. Elle s'appelle Afsa Moreau. Elle travaille ici. Belphégor chercha un messager, fit tomber la foudre sur lui. Ou elle. Avant de rentrer pleinement dans le commentaire de la version contemporaine, comme je l'expliquais en introduction, Belphégor, c'est vraiment une série culte, pleinement ancrée dans le patrimoine télévisuel français. Donc je vais vous replacer un peu le contexte. Cette série, d'abord, elle a été diffusée en 1965 à la télévision. C'était l'ORTF et on avait droit à ce feuilleton en 4 épisodes de 70 minutes. À la création, c'était un certain Claude Barma, le père de Catherine. Au casting, c'était Juliette Gréco, qu'on ne présente plus, et un certain Yves Régnier, celui qui a incarné plus tard le commissaire Moulin. Cette série-là, vous pouvez la voir ou la revoir sur le site de l'INA dans sa section Madeleine. En fait, ce qui a fonctionné et ce qui a rendu la série culte, c'est le fait que ça raconte l'histoire donc de ce fantôme qui hante le département d'égyptologie du Louvre, des disparitions, des morts suspectes, du mystère, quoi. C'est ce qui a été fondateur des futurs feuilletons, notamment les feuilletons d'été. Parce qu'on en parlait le lendemain au travail, autour d'un café ou à l'école, etc. On se transmettait des hypothèses, des suggestions, vous voyez ce qui s'est passé plus tard avec Goth et tout, quelque part, Belphégor en fait a été précurseur. Je pensais pas que ça pouvait être dans une même phrase, ça. C'est Belphégor. Exactement. Qui se cache derrière le masque? C'était vraiment la question qui nourrissait les discussions. Avec ce succès, forcément, ça donne des envies de remaker. Il y a eu d'abord un film dans les années 2000 réalisé par Jean-Paul Salomé avec Sophie Marceau et Frédéric Diefenthal. 2 millions d'entrées, quasiment 1 958 000 pour vous donner une idée, c'est monstrueux. Dans cette version, c'était pas le masque qui était au centre de l'intrigue, mais une momie au pouvoir maléfique qui donne naissance au fantôme de Belphégor, dieu des Ammonites. Bref, j'aimerais bien savoir, toi Jérémy, qu'est-ce qui t'a amené à lancer Belphégor? Est-ce que tu avais vu la série des années 60 ou, à tout hasard, est-ce que tu as lancé toi aussi la version année 2000 avec Sophie Marceau et Frédéric Diefenthal? Ni l'un ni l'autre. Je cherchais une série à regarder avec ma copine et je suis tombé sur Belphégor par hasard, en tout cas la version de 2025. J'avais jamais lu le livre, parce qu'à la base c'est un roman d'Arthur Berned qui date de 1927. J'avais, je crois, jamais entendu parler du feuilleton.
Mais j'avais un très vague souvenir du film avec Sophie Marceau, d'ailleurs que j'ai revu cet après-midi, c'était affreux, on en reparlera. Mais pourquoi tu te fais du mal comme ça ? J'avais besoin d'un comparatif. Mais non, il y a une adaptation par contre que je connaissais et qu'on oublie trop souvent quand on parle de Belphégor, parce que si vous avez été enfant dans les années 2000 comme moi, vous vous souvenez peut-être d'une série d'animation jeunesse qui était diffusée sur France 2, où on suivait 2 journalistes et un commissaire à la poursuite d'un mystérieux voleur qui était capé et masqué du nom de Belphégor. Le masque est iconique, ce masque doré avec cette longue cape noire. C'était mystique, c'était cryptique, il y avait un peu de magie inexpliquée, le générique était envoûtant. Moi, c'est vraiment cette série qui a fait ancrer Belphégor dans mon imaginaire, très tôt au final, hein. Et parce que quand c'est sorti, j'avais 6-7 ans. Hein. Et du coup, en fait, c'est peut-être ce dessin animé-là qui m'a donné envie de découvrir cette adaptation moderne. C'est de savoir est-ce qu'ils allaient faire autant que le Belphégor de mon enfance, quoi. J'avais complètement oublié, en effet. Là, on est vraiment à l'époque DKTV ou KD2A. Ça devait se jouer entre Sûrement, les ouais. deux. Si c'était France 2. J'en avais plus vraiment de souvenirs, je dois avouer. Je partais pas avec un bon a priori et j'avais pas spécialement envie de la lancer. Je tiens à signaler ici que je n'y suis pour rien sur la programmation de cet épisode. Tu me jettes sous le bus. Bah oui, je me dédouane de toute responsabilité. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Moi, vous savez, j'essaie d'être le gentil patron. Quand mon équipe me fait des remontées et qu'ils veulent parler d'une série, je dis oui, ça a l'air sympa, je dis oui. C'est rare que je dise non, donc j'ai dit oui et je l'ai amèrement regretté après avoir lancé les 4 épisodes. Je t'avais proposé One Piece ou Les Gouttes de Dieu. Hein. T'as choisi la série la plus courte, mais c'est ton choix. C'est pas comme si on avait plein d'épisodes enregistrés, bien sûr, donc C'est vrai, je suis allé droit à c'est vrai. l'essentiel. Bon, mais j'aurais peut-être pas dû, à mon grand regret. Vraiment, ça va être une souffrance cet épisode. Je vous préviens, amis auditrices et auditeurs. C'est dommage parce que on aime bien défendre des séries françaises et qui sait, dans cette série, il y a peut-être des choses aussi qu'on pourra défendre. Je n'ai aucun doute là-dessus. Moi, j'ai vu, d'ailleurs, juste un petit aparté, je l'ai vu aussi à l'époque, le Belphégor, je l'avais loué dans un vidéoclub. J'avais trouvé ça nul, je suis même pas sûr d'avoir été jusqu'au bout et j'en ai plus aucun souvenir, mon cerveau a fait blackout dessus, vraiment c'est... C'est assez affreux. Hein. Tous les personnages parlent avec des catchlines. T'as un flic, je sais plus qui le joue, mais il est insupportable. Tous les personnages sont insupportables. Et je crois qu'il y a beaucoup de scènes qui sont redoublées par-dessus, parce que ça se voit que ça matche pas les lèvres. Et il y a aucun temps mort. C'est cut. C'était assez épuisant à regarder. Vraiment, je vous la conseille pas. Avec l'étalonnage magnifique des années 2000, ça, c'est waouh. Donc vraiment, fuyez ce film, d'ailleurs qui est très mal noté, je crois qu'il est à 1,4 sur Allociné, c'est cataclysmique. Jérémy, est-ce que tu peux nous faire le résumé de Belphégor version 2025, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Un vol a eu lieu au Louvre. Dans Belphégor, un masque mésopotamien, vieux de 3700 ans, disparaît de la galerie des antiquités orientales. On comprend vite que l'autrice du larcin est une jeune restauratrice de tableaux, Hafsa Moreau, qui est jouée par Shirin Boutella, que vous avez peut-être vu jouer une policière dans la série Lupin de Netflix. Sauf qu'il y a un hic. Elle n'a elle-même aucune idée de comment l'œuvre a pu finir dans son sac. Hantée par des visions plus vraies que nature, où s'entremêlent des souvenirs traumatiques flous de son passé, elle va tenter de comprendre ce qui lui arrive alors qu'elle est poursuivie par le chef de la sécurité du musée, qui est joué par Vincent Elbaz, mais aussi par le propriétaire du masque, Luc Trivic, qui est joué par Nicolas Briançon. C'est vrai qu'il y a une bonne vibe, en effet, du petit breton énervé. Au casting, Shirin Boutella, qui est abonnée au Louvre, visiblement. Vincent Elbaz, Horatica, Tiffaine Davio, Nicolas Briançon, Bellamine Abdelmalek, Kevin Garnichat et Laurent Bateau et Cadmerade. Globalement, Jérémy, qu'as-tu pensé de cette mini-série qui reprend le format d'origine de son aîné, sorti 60 ans plus tôt, une mini-série de 4 épisodes? Ton regard là-dessus, qu'est-ce que ça vaut? Bah, c'est pas exceptionnel. on l'a teasé, c'est même particulièrement ennuyant. Ce qui est assez surprenant parce que le rythme est très soutenu. On aurait tendance à ne pas s'ennuyer, sauf qu'en fait, malgré toutes les péripéties, malgré tout ce qui se passe, bah, c'est très facile à prédire. Alors que c'est une série qui veut se donner un genre de polar, qui repose sur des twists pour faire avancer son intrigue, mais on les devine tous assez vite. Alors c'est peut-être aussi qu'il y a 4 épisodes, donc c'est très ramassé, mais on s'ennuie en fait. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas sur pourquoi est-ce qu'on s'ennuie autant.
parce que les personnages, notamment la protagoniste principale, Hafsa, est très intéressante, elle joue très bien, il y a pas mal de choses qui se passent, et pourtant, on s'ennuie. C'est une vraie expérience sociologique que de regarder cette série, hein. Vraiment, c'est comment la remplir, comment le spectateur va-t-il réagir face à une fiction remplie de choses qui se passent, hein. Il y a très peu de temps mort, on n'est pas censé avoir le temps de s'ennuyer, mais on s'ennuie quand même. On a envie de dégainer son téléphone pour faire autre chose, son smartphone, aller vagabonder sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Moi, j'ai envie de dire malheureusement que c'est une série, je m'y attendais un peu en la lançant, mais qui tombe dans l'anecdotique. C'est très fade. Shirin Boutella est super, vraiment. Il y a plein de visages familiers qu'on retrouve avec plaisir. On a reconstitué même... un couple avec Horatika et Vincent Elbaz qu'on avait pu croiser dans La Vérité si je mens 1. J'ai trouvé ça très cool de les revoir ensemble. J'ai retrouvé ça aussi super de retrouver Nicolas Briançon que j'aimais beaucoup. Vous avez pu le voir dans Culte, qui est l'un des producteurs qui va mettre le Loft, en fait, qui va vendre ce programme à M6. On avait pu le voir aussi dans Engrenage, super comédien de théâtre. C'est Trivik dans la série, c'est le méchant. Voilà, il y a des visages où je me réjouissais, je me suis dit, ça va être sympa, quoi. Puis Cadmerade en fibre paternelle, qui copie un peu ce qu'il faisait dans Je vais bien, ne t'en fais pas. Mais ça ne prend pas. Tout ce qui est censé produire une décharge émotionnelle chez nous ne se produit jamais. Je commençais à m'en foutre de ce qui se déroulait. Et puis, comme Jérémy l'a très bien expliqué, c'est cousu de fil blanc, c'est prévisible. L'histoire du frère, avant même qu'ils le disent façon Dark Vador dans la série, on avait bien compris, on n'est pas débile. Ça y est, tu spoil déjà un des plus gros twists de la série. Ah oui, pardon. Évidemment que pour ceux... Il me laisse rien passer dans mon équipe. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu la série, attention, il y aura des spoilers. Donc, de toute façon, on peut difficilement en parler sans spoiler. Voilà, il n'y a que 4 épisodes, on est un peu obligé. Hein. C'est mal fagoté, ça manque de personnalité, ça manque de force, il manque trop de choses, je ne sais pas trop lesquelles. Hein. Il y a un peu de ce que je viens d'évoquer, plus bien d'autres choses, je pense. Ce qui est bien quand même à sauver, c'est la bande-son. J'ai entendu la ritournelle de Sébastien Tellier, Block Party, ça c'était cool. Mais sinon, en générique de fin, ça c'était cool. Mais sinon, que c'est pâteau, que c'est lourd, que c'est long, que c'est... Je me suis même endormi devant des épisodes, faut le faire quand même. Alors que c'est que 45 minutes, quand même, faut le faire. C'est pas très réjouissant, désolé. Non, ouais, mais tu dis ça manque de tout. Pour moi, le principal problème, c'est que ça manque de Belphégor. Oui. Parce que, tu vois, moi, la vision que j'ai de Belphégor, c'est un peu la vision du film et surtout de la série d'animation de mon enfance. C'est cette figure... de fantomatique, qui vole partout, qui vraiment est centrale et qui est terrible. Là, Fantoma... 1, 2, 3. Il est beau le lapsus. Ouais. Justement, moi j'avais toujours cette vision d'un Belphégor qui est lié au paranormal. En me renseignant un peu sur le personnage, je me suis rendu compte que c'est pas du tout le cas. Dans le roman, il n'y a pas du tout de paranormal. Belphégor, c'est plutôt un mix entre Fantomas et Arsène Lupin. Et c'est plutôt le film qui va rajouter ce côté fantôme, très le film La Momie, si tu vois de quoi je parle. Avec excellent film de Stephen Sommers avec Brendan Fraser qui a eu l'Oscar pour The Whale et Rachel Weisz. Ouais, un film exceptionnel, la suite aussi. Et pareil, à mon époque, il y avait aussi un dessin animé qui était très chouette. Là, en fait, dans cette série, Belphégor, c'est juste un fantôme masqué qui apparaît de temps en temps. Il peut déclencher l'apparition d'un trauma, de souvenirs. Il peut plus ou moins posséder Hafsa pour lui donner une super force, et il peut éteindre des lumières. C'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est très décevant, parce que la série veut garder son genre fantastique, dans le sens vraiment littéraire du terme. Ça veut dire qu'ils essayent d'incruster dans le réel un élément surnaturel, mais ils essayent quand même de donner des explications réalistes à quasiment tout. Et quand le fantôme apparaît, c'est vraiment à de très rares occasions, et ça a très peu... Ça sert pas à grand-chose, quoi. Et la figure vraiment de Belphégor, cette figure capée qui se déplace dans le Louvre, on la voit jamais. En fait, à part les lumières et les apparitions fantomatiques de Belphégor, on pourrait tout mettre sur le dos de la psyché de Hafsa. C'est juste en fait sa psyché, elle qui s'imagine des choses qui sont enfouies dans son subconscient, mais tout le reste,
y a rien vraiment de fou, quoi. J'ai un doute, parce que tu dis psyché, on dit pas psyché. On dit peut-être J'ai un psyché, oui. Sa psyché psychédélique, mais je crois qu'on dit psyché. Ouais, on dit psyché, ouais, sûrement. Je Mais, fais gaffe à l'expression orale ici, parce que mon père écoute, donc on rigole pas avec le français. Oh non, je suis désolé, monsieur Junior. Aïe, 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 aïe. Bon, non, c'est pas grave. Vous êtes tombé sous le charme de ce bon vieux bal. Bal? Belphégor, si vous préférez. Plutôt bien conservé pour ses 3700 ans, non? Non, merci. Si, les musées à jeun, c'est une purge. On n'est pas censé trinquer ici, mais j'ai réussi à me faufiler. Ce sera notre petit secret. Vous savez quoi sur ce masque? Je vous dis tout si vous trinquez avec moi. Non, dans les yeux, sinon ça porte malheur. Alors, je sais que c'est un objet unique dans l'histoire de l'art mésopotamien. Représenter une divinité sous la forme d'un masque est une chose extrêmement rare. Une incongruité, je dirais même. Belphégor. Les gens avaient peur de se fâcher avec lui. C'était le dieu de quoi? Pluie, orage, fertilité ou destruction, ça dépend si vous êtes gentil ou pas du tout. Ce que tu décris, c'est ce savoureux mélange qu'a voulu installer la série, à savoir drame intime, drame personnel, du surnaturel, du fantastique et de l'enquête aussi policière. Qui a commis ces meurtres, qui a commis ce vol. Et la juxtaposition de ces trois thématiques-là qu'on a voulu mélanger, bah ça prend pas, quoi. Il y a un vrai problème là-dessus. Ça m'a vraiment profondément emmerdé. Et en plus, tu viens de l'évoquer, Belphégor, c'est censé être le dieu de la pluie, de l'orage, de la fertilité et de la destruction. Mais si vous passez votre temps à lui suggérer toute la violence qui émane de la pluie, parce que la pluie peut être orageuse aussi, de l'orage, de la fertilité. La fertilité, c'est jamais exploité d'ailleurs. Ou alors j'ai pas compris. De la destruction, bah on le voit pas. Et tout ce que j'ai retenu, moi, c'est que quand vous regardez le premier épisode, j'ai noté, ça picole beaucoup dans ce pilote. Voilà ce que j'ai retenu. Non, mais Belphégor n'apparaît que dans le premier épisode et dans le dernier. Et c'est vraiment juste un jumpscare, je crois, dans le premier épisode. Et dans le dernier, voilà, il fait juste des petites apparitions comme ça. Il se passe 2-3 trucs un peu bizarres autour de Hafsa. Mais c'est tout. Et c'est ça la plus grosse déception, en fait. C'est soit vous faites quelque chose de... Vous faites un drame, vous faites un polar hyper réaliste autour de cette figure de Belphégor, etc., mais que ça reste quelque chose de réaliste, soit vous allez à fond. Enfin, il n'y a même pas forcément besoin d'un gros budget. Vous mettez un cascadeur avec une belle cape et vous faites des beaux plans au Louvre où on essaye d'enquêter, de découvrir qui est cette figure fantomatique de Belphégor. Là, pour moi, le contrat, il est pas signé, il n'est pas rempli, quoi. On est d'accord, hein, le nom complet en plus c'est Belphégor ou le fantôme du Louvre et on ne le voit jamais. C'est ça. La suggestion, je sais pas si c'est un défaut de budget ou un vrai choix scénaristique derrière, mais c'est ce qui fait défaut à la série et c'est dommage parce qu'il y a un manque. Au lieu de créer un mystère et le fait de nous pousser en nous spectateurs, spectatrices, le curseur de l'imaginaire, bah ça nous freine, quoi. On se dit, mais les gars, vous avez fait à moitié le travail, là. C'est comme si on attendait une copie de 6 pages et vous en avez rédigé 3, quoi. Il y a un vrai manque. Bah, j'ai l'impression que adapter Belphégor, ça les intéressait pas tant que ça, en fait. Et que leur vision du fantastique, bah, c'est juste une maison hantée de carnaval, quoi. Voilà, il y a un fantôme qui bouge comme ça... et c'est tout, quoi. C'est con parce que voilà, Belphégor, ça reste encore même aujourd'hui dans les mémoires. Je pense qu'aujourd'hui, les dernières générations d'aujourd'hui ne connaissent pas Belphégor, mais ça reste quand même dans un imaginaire français. On peut l'exploiter. Les moins de 20 ans, c'est sûr, ils connaissent pas indéniablement, mais en effet, comme je le disais, hein, il y a quelque chose de mythique dans ce personnage. Justement, se pose la question de la mythologie installée pour évoquer Belphégor, parce que je ne suis pas sûr, sincèrement, d'avoir tout compris. Ils évoquent donc tous les éléments du passé qui nous sont donnés au fur et à mesure, d'épisode en épisode, à travers des flashbacks. Franchement, j'ai rien compris, parce que
Je pensais que notre héroïne Hafsa, alors et c'est super, hein, d'ailleurs il y a beaucoup de diversité dans la série, elle est originaire, moi j'ai compris, de ce que j'avais compris du Liban, mais en fait non, spoiler alerte, c'est d'Irak. Donc bref, j'aimerais savoir ce que tu as pensé de la façon dont étaient exploités les flashbacks dans la série. Est-ce que c'est plutôt équilibré ou est-ce qu'au bout d'un moment ça devenait épuisant ? C'était épuisant. Enfin, pour moi, les flashbacks auraient dû être gardés uniquement pour la fin. Ça aurait dû être la révélation finale, on sait tout. Peut-être quelques bribes dans des rêves, mais là, dès je crois, le 2e épisode, on sait déjà que le méchant Luc Trivik, c'est lui qui avait tué les parents de Hafsa. En fait, il faudrait quand même qu'on résume un petit peu plus l'histoire pour les gens qui ne l'ont pas vu. Et du coup, Hafsa, on l'a dit, qui est restauratrice de tableaux au Louvre, elle va se retrouver embarquée dans le vol du masque de Belphégor. Elle va commencer à enquêter de son côté pour essayer de comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là, surtout qu'elle a des pertes de mémoire, elle fait des cauchemars, elle a des visions, il y a quelque chose vraiment de très bizarre qui se passe tout autour. Elle va se rendre compte que elle a été manipulée, elle a été hypnotisée pour voler ce masque par une personne qui s'avère être son frère, qui s'avère être une personne qui a volé d'autres pièces de cette même collection qui appartient à un riche random qui s'appelle Luc Trivik. Et ce Luc Trivik, lui, va utiliser de manière plus ou moins illégale pour retrouver Hafsa et retrouver son frère, qui s'appelle Jonas. Et à la fin, il y a une confrontation. Et en fait, au fur et à mesure, Hafsa va découvrir petit à petit son histoire. Et en fait, elle va réaliser que toutes les pièces de la collection de Luc Trivik, dont le masque de Belphégor, appartenaient à ses parents. Parce qu'elle est originaire d'Irak. Et ses parents ont été tués. Elle n'a jamais su la raison pour laquelle ses parents étaient morts. Ce qu'elle pensait, c'était que c'était à cause de la guerre en Irak, etc. Et c'était des victimes collatérales. En réalité, c'est Luc Trivik qui les a tués. Oui. Elle l'a vu de ses yeux alors qu'elle était cachée dans un placard. Elle était cachée dans un placard avec son frère dont elle n'avait plus aucun souvenir. Et dernier aspect, en fait, Luc Trivik a tué ses parents parce que il voulait récupérer ses pièces pour sa collection personnelle. C'est du pillage, alors que les parents de Hafsa voulaient juste conserver ses pièces pour ouvrir un musée en Irak. Leur métier, c'était d'être conservateur, en fait, donc pour un musée en Irak. Chloé, je sais ce qui s'est passé. De la lumière hypnagogique. Attends. De quoi tu parles? Karine et moi, on a vu exactement la même lumière. D'accord. Parle-moi fort, parce qu'il y a des enfants qui parlent. La lumière hypnagogique. Apparemment, c'est une technique hyper puissante d'hypnose. Regarde. C'est de la reprogrammation mentale. Et à la base, c'est utilisé pour soigner. Mais imagine si quelqu'un de malveillant maîtrisait cette technique, il pourrait faire ce qu'il veut à qui il veut. C'est ce qui s'est passé pour moi avec le masque. Attends. Alors, vraiment, il t'a pas drogué? Il t'a hypnotisé? Non, c'est pas vraiment. Parce que la lumière, je l'ai vue avant la soirée au Louvre. J'ai demandé à Karine, elle connaît pas non plus Frémont, donc ça peut pas être lui, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, mais le dossier dans son ordi? Mais je sais pas, il est peut-être un complice. Un type qui bosse pour lui. C'est se poser justement la question de l'appropriation des biens culturels, hein, aussi, qui est pas super bien racontée, mais qui est quand même évoqué, puisque c'est le grand méchant / sac à merde de Trivik. En fait, c'est ce qu'il fait. Il fait du vol pour vendre à d'autres voleurs, en fait, donc du recel. Et puis il y a aussi cette question de stress post-traumatique, de cauchemars, de choses rationnelles, pas rationnelles. Je sais pas ce que tu as pensé, toi, de ce questionnement autour de la recherche d'explications. Tu vois, d'abord, elle pense être hypnotisée par de la lumière hypnagogique. Je connaissais pas ça avant de regarder la série. Et finalement, non, on tombe dans quelque chose du mystique. C'est là où il y a le flou, en fait. C'est que oui, elle a été hypnotisée par son frère, parce que c'est quelque chose qu'il faisait déjà avec plein d'autres femmes et plein d'autres personnes. C'est ce côté un peu terrifiant du truc où il va hypnotiser une personne aléatoire qui est facilement hypnotisable pour réaliser son larcin, pour que lui ne soit pas inquiété ou quoi que ce soit.
Il y a d'ailleurs toute une histoire avec une femme qui, elle, a été accusée à tort, mais qui du coup est emprisonnée et ça, elle est je sais plus, non, elle est pas emprisonnée, elle est dans un... Elle est dans un hôpital psychiatrique. Exactement. J'ai pris plein de notes sur cet épisode, mais c'est n'importe quoi. Là, dans cet épisode, on découvre la meilleure amie, un peu plus, la meilleure amie d'Afza, en fait, qui est une jeune maman avec 2 enfants, qui est seule, hein, son mec est parti loin. D'ailleurs, c'est fou parce qu'on nous montre des aspects de sa vie privée, mais on va vite les évacuer. Elle a des trous de mémoire, Afza. Elle ne se rappelle pas qu'elle a volé des objets dans ce musée et elle se balade tranquillement dans le HP. On entre, on trouve la bonne personne, sans problème. On peut rentrer, ressortir comme dans un moulin. Bref, ça m'a emmerdé cette scène parce que c'est beaucoup trop facile, quoi. Et après, elle en sort hyper facilement aussi, sans aucun problème. Donc, c'est grotesque. Donc, elle est hypnotisée. Elle a volé la pièce, sauf que c'est là que rentre le côté mystique, c'est que en contact avec ce masque, elle va avoir une sorte de force, elle va avoir une sorte de blocage mental ou quelque chose comme ça qui fait qu'elle va conserver le masque et elle va aussi faire d'autres choses un peu plus répréhensibles comme se retrouver par hasard à attaquer un des faussaires qui travaille pour Luc Trevik et qui permettait de rendre les pièces achetables, qui les légitimait. Il faut expliquer aussi que le masque la suit en fait, hein, comme elle ne le sait pas encore, mais le masque qui est si flippant va devenir une espèce d'ange gardien en fait qui va la suivre et la protéger. Ça va être son talisman contre les forces du mal, quoi. Ouais, mais c'est comme vous l'entendez dans notre façon de vous l'expliquer, c'est très confus. Oui. Et avec tous les flashbacks, en fait on se retrouve un peu perdu et alors qu'au final l'histoire est hyper simple, quoi. C'est juste l'histoire d'une gamine qui a vu ses parents se faire tuer pour juste une question de pièces historiques. Et ses souvenirs commencent à remonter à la surface. Elle se retrouve dans une sorte de complot. Et à la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. Et en plus, c'est tellement balisé qu'on voit les choses arriver. On voit le fait que Belphégor et Afza ne feront qu'un. On voit le fait qu'à un moment donné, Afza et le personnage Joseph, si je me souviens bien, de Vincent Elbaz vont faire équipe. On voit qu'il y a un lien du sang aussi et que un membre de la famille d'Afza en tout cas va ressortir pour l'aider. Enfin, il y a tellement de choses qu'on voit arriver, même que le grand méchant va tomber bêtement, à force de cupidité, etc. Je sais que peut-être depuis le début de cette émission on raconte les choses de façon un peu alambiquée, mais c'est parce que, comme vient de le dire Jérémy, c'est raconté de façon alambiquée, quoi. On aurait pu aller beaucoup plus droit à l'essentiel, quitte à faire 3 épisodes au lieu de 4 en fait. Je pense, ouais. On va parler de la question du vol dans le Louvre. Ça peut nous rappeler certaines choses qu'on a vécues dans une réalité pas si lointaine et dans la fiction. Et je suis certain que ça a popé dans ta tête aussi, Jérémy, ces questions-là. Oui, c'est une coïncidence assez rigolote que la réalité rentre avec la fiction. Mais le problème, c'est qu'en fait, la série ne traite pas vraiment le vol de la pièce, quoi, du masque de Belphégor. On le voit quasiment pas, en fait. Comme on est du point de vue de Ramsa, elle ne s'en souvient pas. Et dans les rares flashbacks qu'on voit de ça, juste elle rentre, elle récupère le masque, je ne sais même plus comment, et elle en sort sans aucun problème. Ça, c'est peut-être là où la réalité rejoint la fiction, c'est que c'est au final, ça a l'air très simple de voler le Louvre. Et c'est tout, quoi. Et après, sur les vidéos de surveillance, il y a quasiment rien qui est vu non plus. Je pense que ça, c'est parce que il doit couper l'électricité. D'un coup, ça a été coupé, mais c'est tout, quoi. Cette série, vraiment, dans ses travers, on n'arrête pas de parler de la police, mais on ne la voit jamais. On ne la voit jamais. Ça, j'ai vraiment trouvé ça grotesque, quoi. J'avais noté que le masque de Belphégor a été découvert en 1922 au Liban, mais en fait, c'était faux. Non, oui, je crois que c'est ça, en fait. C'est que ça, c'est ce qui était indiqué chez le faussaire. Parce que le faussaire, c'est Frémont aussi, qui a une place importante. Hein. Il procède à des opérations de blanchiment d'antiquité avec Trevik, le grand méchant. Mais c'est un personnage qui est aussi important et qui va disparaître aussi vite qu'il est apparu. J'aimerais bien t'entendre aussi sur s'il y a des choses à sauver dans la série, parce qu'on a dit qu'il y avait du positif. Alors pour moi, il y a 2 choses à sauver. Ce ne sont pas les cliffhangers. Raté. Qui sont pas hyper intéressants. Non, je trouve que la bonne idée, et qui est au cœur de cette série, ça reste le fait d'associer Belphégor à la question autour de la provenance des pièces de musée, que ce soit d'un musée ou d'une collection privée,
et de toutes ces questions de restitution de biens spoilés. Vraiment, le propos de la série, c'est de parler des pillages en Irak. On parle pas forcément, ce qui aurait été peut-être aussi intéressant, mais peut-être d'une autre époque, de cette manie très occidentale d'archéologues ou d'expéditions pour aller en Égypte ou aller dans plein de pays pour récupérer toutes sortes d'œuvres et de les ramener dans des musées. Ce qui fait que, en fait, les populations locales perdent ces pièces de leur histoire. Par exemple, le British Museum, c'est rempli d'œuvres d'art et de pièces de muséum des quatre coins du monde qui ont été pillées à droite et à gauche. Là, on reste sur quelque chose de beaucoup plus facile à antagoniser. C'est-à-dire que c'est vraiment une collection privée, un méchant riche qui, en pleine guerre d'Irak, pille une autre collection de particuliers. Mais ça reste quand même intéressant. Ça reste quand même quelque chose dont on n'a pas l'habitude de voir dans la fiction et qui est, je trouve, plutôt bien traité. On reste sur des poncifs, mais ça fonctionne bien. Et il y a une autre chose que j'ai bien appréciée, même si là je mets quand même un bémol, mais c'est le dernier flashback, où là c'est autour du meurtre des parents de Hafsa, où on a... C'était long, il est revenu 5 ou 6 fois sur la même scène. C'est là où est mon bémol, c'est que pour moi, cette scène aurait dû être beaucoup plus longue, mais ça aurait dû être sa seule occurrence. Parce qu'en plus, ça commence vraiment bien. On a Hafsa qui discute avec la Elise Wagner, la chef du musée de Louvre, c'est la conservatrice du musée, qui est jouée par Horatika. Hafsa, avec sa voix d'enfant, prononce le mot kalamaïté, et Élise lui dit c'est de l'akkadien, c'est une ancienne langue mésopotamienne, ça signifie je sais tout, j'ai tout vu. Puis là d'un coup, Hafsa va prendre le masque, le mettre sur son visage, et là commence le flashback, la scène du meurtre de ses parents, on a toute la scène, et on le voit à travers les yeux du masque, qui était posé là. Et ça, je trouve que c'est une idée vachement bien. Et limite, on aurait dû voir toute cette scène à travers les yeux du masque, un seul plan séquence, avec la scène qui monte petit à petit, et ça aurait été génial. Le problème, c'est que comme on a vu le flashback encore et encore, juste il nous enchaîne quelques plans, où on voit encore une fois Luc Trivet, jeune, qui tue les parents de Hafsa, sauf qu'en fait, cette scène, elle est pas là pour te faire une belle présentation, elle est pour être encore un twist, parce que le twist, c'est que le père adoptif de Hafsa, qui est joué par Kadmerad, en fait, il était là depuis le début. Il savait, et il est un peu responsable aussi de cette situation. Donc une belle scène traumatisante, c'est sûr, en fait elle est gâchée juste pour être un énième twist final, quoi. Oui, on veut y ajouter une dose de drame familial qui vient encore ternir un peu plus. Déjà, c'est double peine, quoi. Elle perd ses parents, son père qui l'a aidé à se construire et à devenir restauratrice et à travailler dans un musée, le Louvre, pas n'importe lequel, de travailler dans un musée et de quelque part continuer et poursuivre la lignée de ce que faisaient ses parents, lui-même en fait était corrompu, quoi, et qui traînait avec le grand méchant de l'histoire. Pour aller vers le positif aussi, ajouter ma pierre à l'édifice, j'ai bien aimé l'arc en fait façon Cat Size, où Hafsa prend un objet qui appartient à sa famille en réalité. Et ce fameux masque, ça m'a beaucoup plu. Même si dans l'exploitation, je préfère largement ce qu'a pu livrer, Dieu sait qu'elle est imparfaite, mais la série faite par TF1 fin 2024, qui était beaucoup plus riche en action, beaucoup plus prenante. Même la justification des vols était pas si mal faite dans Cat Size. Mais il faut faire un choix, Junior. Là, on a plus ou moins des gens qui jouent plus ou moins bien. Dans Cat Size, on a personne qui joue bien, mais il y avait plus d'action, c'était plus sympa, c'était plus fun. Tu peux pas avoir les deux dans une fiction française. Tu sais, quand tu dis ça, ça me rappelle justement ces dialogues débiles à base de « Arrête-toi, tu vas te faire mal, arrête-toi !» On l'entend souvent dans Cat Size. Et là, c'est pareil. Combien de fois on crie le nom de « Hafsa !» et elle se barre. En fait. C'est là où tous ces moments grotesques, en fait, ancre le fait que la série ne décollera jamais. Hafsa, et elle se barre. Mais ça se répète plein de fois. Il y a un vrai problème de répétition dans la série qui ne sait pas en si peu de temps se renouveler et nous déstabiliser, nous désarçonner, qu'on sorte de là en mode on vous a bien eu.
Il n'y a pas ça. Ah non, c'est sur des rails total. Et HBO, là, ils ont pas voulu aligner le pognon ou comment ça se passe? Surtout qu'il n'y a même pas besoin de gros effets spéciaux, hein. Vraiment, juste, ils ont pu tourner au Louvre. Ils avaient déjà tous les ingrédients et une bonne idée de base pour vraiment faire quelque chose de bien et créer une vraie image marquante avec Belphégor, avec le vol, etc. Ils en ont rien fait. Je me demande si Lupin aussi, et justement, hein, que ce soit Cat Size ou Lupin, c'était trop dans leur inconscient à eux, et que ça les a peut-être paralysés en fait de faire tellement différent que quelque part on est dans l'expression retenue et contenue au lieu de lâcher les chevaux. Mais justement, ils auraient pu jouer à fond la carte du surnaturel en fait, ce que Lupin et Cat Size n'ont pas, et ça aurait été beaucoup plus intéressant. Hafsa, Papa, viens. attends, Il faut que je te parle de la collection d'Ahmed et Samia. je sais tout. De quoi tu parles? Tu as pris quelque chose qui t'appartient pas, il faut que tu le rendes. Comment tu sais? Le propriétaire de ce masque, il a pris contact avec moi et il m'a tout raconté. Tu l'as avec toi? C'est pas ce que tu crois. Je vais t'expliquer, tu vas voir ça. Donne-le-moi, je t'en supplie. Je vais tout régler. Je t'ai convaincu de pas porter plainte. Je lui ai expliqué que tu étais fragile. Que j'étais fragile? Mais c'est de la folie, tu te rends compte de ce que t'as fait? Ce masque, il appartenait à mes parents, à leur collection. C'est pour ça que tu l'as volé? Mais je l'ai pas volé. C'est lui qui m'a trouvé. Qui, lui? Belphégor. Mais tu te rends compte de ce que tu dis, Hafsa? Je suis désolé, c'est de ma faute. J'ai sous-estimé ta souffrance. Je t'ai pas assez protégé. Je pense qu'on a passé beaucoup de choses en revue. Est-ce qu'il y a une chose que j'aurais oublié que tu souhaitais aborder, Jérémy, pour évoquer Belphégor? Très rapidement, parler de la conclusion, que je trouve extrêmement non satisfaisante. Il y en a une? Déjà, la vraie question, c'est il y en a une ou pas? Bah, Je l'ai pas vue, moi. il y a Hafsa qui... il y a toute cette scène de flashback dont j'ai parlé, qui aurait pu être bien meilleure, mais que je trouve un peu belle. Après qu'elle est confrontée, du coup, Cadmerad, son père adoptif, il y a une scène, d'un coup, il commence à pleuvoir. D'où le Belphégor et la pluie, etc. Et Hafsa se retrouve sous la pluie. Ça devrait être une belle scène, un truc vachement bien, mais ça l'est pas du tout. Je trouve que elle est extrêmement convenue et extrêmement chiante, cette scène aussi. C'est fade. Ouais. Fade comme la pluie. C'est chiant comme la pluie. C'est ça. Mais moi, ce qui m'a le plus déçu au-delà de tout ça, parce que ça encore, je m'y attendais, c'est surtout la confrontation entre Hafsa et Bolloré. Non, attends, pas Bolloré. Trivik. Encore un lapsus révélateur. Oh mince. On va avoir des problèmes avec tes conneries. Hein. Oui, on va avoir des problèmes avec Canal+, merde. Bah, en fait, il meurt de façon la plus anticlimatique possible, quoi. Il se fait juste tirer dessus. J'imagine que... Enfin, mais peut-être que je mets trop d'intention dans cette décision, mais peut-être que c'est pour créer un parallèle sur comment il a tué les parents de Hafsa, et du coup, c'est une forme de justice divine par effet miroir. Waouh. Mais vraiment, je pense que j'en donne beaucoup trop. Vraiment, il se fait juste tirer dessus. Hafsa n'aura quasiment jamais de discussion avec le tueur de ses parents, et même le tueur de ses parents et de son frère, parce que son frère va mourir aussi, et au final, il y aura aucune conséquence pour ce gars, quoi. Juste, à part le mourir, d'accord, mais ça reste vachement facile. Encore une fois, cousu de fil blanc. Ils se sont souvenus que Vincent Elbaz avait fait une fiction française pour TF1 qui s'appelait Nos Limites et qu'il était capable de jouer dans des... Enfin, qu'il avait un côté actionneur, donc, mais vite fait, hein, parce qu'il a pris un peu d'âge quand même. mais c'est vraiment fade. Non. Je me répète, hein, c'est vraiment... Mais c'est ça. Mais en fait, c'est ça. C'est Vincent Elbaz qui va lui tirer dessus, parce que lui aussi, il a sa propre arc. Là, voilà, la dernière fois, il avait pas pu tirer sur un mec, et du coup, maintenant, il peut. Mais la vraie confrontation, c'est pas ce mec. On s'en fout de ce mec. La vraie confrontation, ça aurait été avec Hafsa, avec Belphégor, où Belphégor et Hafsa auraient dû l'attaquer à lui. C'est marrant, tu cites Bolloré, moi j'ai noté Belféfé pour Belphégor, comme quoi, hein, chacun son pseudo. Chacun ses démons. Mais c'est vrai que dans la consolation qui aurait pu être bâtie pour que, une bonne fois pour toutes, le personnage de Vincent Elbaz puisse se reconstruire sereinement et aller mieux, c'est hyper mal fait, quoi. Et à la fin, ça se résume façon Les Mystères de l'amour en mode... Ça va? Oui, ça va. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux.
C'est tout. Merci, au revoir. Non, c'est pour ça que la fin, elle est le quelques semaines plus tard très classique. Le fait que... Ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. On n'a pas focalisé sur l'histoire d'amour du tout. Et c'est juste au tout début et à la toute fin. Ça, j'ai trouvé ça cool de sortir un peu de ce carcan. Mais c'est compliqué, hein. Enchaîner tout ça, c'est... Un truc qu'on n'a pas expliqué, c'est que du coup, Rafsa a une relation avec Vadim Perzov, qui est un agent de sécurité, qui se fait capturer dans le premier épisode, qui joue très mal et qui disparaît ensuite de l'intrigue complète. Et qu'elle a juste pour créer un peu d'enjeu sur le voleur qui est Jonas et dire peut-être que c'est un fou malade, pourquoi est-ce qu'il le capture comme ça? Mais en fait pas du tout, je sais même pas ce qu'il vient en fait, je sais même pas où il est, c'est tout. Alors, il se fait capturer, kidnapper, se faire lâcher. Vraiment, j'ai cité le mystère de l'amour, c'est vraiment ça. Jean-Luc Azoulay aurait pu écrire la même, hein, vraiment. Mais il y a quand même 2-3 choses positives j'espère, on a réussi à extirper. J'ai une petite reco. Alors déjà, ou mater la série d'animation Belphégor. Tout est sur YouTube, donc franchement, allez-y. Trop bien. Et sinon, si le sujet autour de la restitution des œuvres pillées durant la colonisation en Afrique et au Moyen-Orient vous intéresse, en fait, je vous conseille le jeu vidéo Reloaded du studio sud-africain Nyamakop. C'est un jeu de braquage avec une esthétique futurisme africain, dans lequel les joueurs doivent récupérer des objets culturels exposés dans des musées occidentaux pour les restituer à leur pays d'origine. Et c'est un chouette jeu qui propose aussi toute une partie très didactique sur l'histoire de l'art et des cultures africaines, et des enjeux réels autour de la provenance des pièces d'un musée ou d'une collection privée, et ainsi que de la restitution de biens spoilés pendant la colonisation, et qui finissent ensuite dans les musées occidentaux. Et vraiment, c'est un chouette petit jeu qui est dispo, je pense, sur à peu près toutes les plateformes. Donc, si vous avez envie de creuser le sujet de façon ludique, Reloaded. Trop bien. Un sujet finalement si politique, le rendre accessible à tous sous un aspect ludique, en effet, c'est très sympa. Tu peux répéter le nom ? Ouais, Reloaded du studio sud-africain Nyamakop. C'est dispo sur Steam, peut-être pas sur Switch encore, mais ça va pas tarder, je pense. C'est bien noté. Voilà, tout ce que n'a pas été capable de faire Belphégor sur l'aspect politique. On vous laisse vous faire votre propre opinion si vous avez le courage de lancer la mini-série Belphégor. Elle est disponible sur HBO Max et elle sera prochainement visible sur l'une des chaînes du groupe M6 puisque ce groupe télévisuel a participé à la coproduction de Belphégor 2025, donc ça arrivera prochainement courant 2026 à mon avis. Au total, je le rappelle, c'est une mini-série avec un début, milieu, une fin, 4 épisodes de 45 minutes en moyenne. La saison des séries, c'est fini. Un grand merci à toi, Jérémy, d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Merci, Junior, d'avoir subi ça avec moi. Je resigne pas, hein, moi je te le dis. Hein. Ça suffit les conneries. Je trouverai mieux. Voilà, j'espère. Entre Belphégor et les sbires de Bolloré qui vont bientôt nous contacter, je crois qu'on est bien là. Donc, pour écouter ou réécouter nos anciens épisodes de la saison des séries ou notre spin-off, un pilote presque parfait, vous pouvez nous retrouver sur votre appli podcast préféré. Vous pouvez nous dire que vous nous aimez aussi en laissant un commentaire et 5 étoiles sur les applis Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict. N'oubliez pas de nous suivre sur Insta, la saison des séries. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.